dernière édition du Ares cette année avec Ares 10 avant Ares 11 qui aura lieu le vendredi 20 janvier. J'ai déjà des noms, mais vous ne saurez rien aujourd'hui. Inutile de m'envoyer des messages privés, inutile de m'envoyer des chèques et inutile de me menacer. Je ne dirai rien. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va parler de Ares 10. Ares 10, la dernière édition de l'année. Ils reviennent le 20 janvier, heureusement. Heureusement, car je kiffe mon petit Ares quotidien, voilà, mensuel, pardon. Je kiffe mon petit rendez-vous. Hop, petite lampée de café qui va bien. Voilà, je sors d'un bon podcast enregistré avec les gars de MMA Time. C'était vraiment cool. On a fait le grand format de Ankalaev contre Blachowicz. C'était vraiment sympa. Ça sort lundi ou mardi soir, donc 1 ou 2 jours après celui-là. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Comme d'habitude, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous savez qu'il y a du contenu qui sort régulièrement si vous aimez... Voilà, tout ce qui se passe autour du MMA, vous le savez, ici, on essaye de lâcher pas mal de contenu de qualité. Donc là, aujourd'hui, c'est Ares. Demain est un autre jour, on verra. On va se focus sur 4 combats. Il y a 13 combats de prévus, il y a un seul combat féminin, mais c'est un beau bang-bang. On va y revenir, on va s'intéresser, donc comme je disais, à 4 combats, bien qu'il y en ait plus qui m'intéresse, mais c'est difficile de parler de tout le monde sans tomber dans le ronflant, voilà, il faut pas que ça dure 2 heures non plus. Et on va commencer tout de suite avec le combat qui clôture les prélims. C'est un combat en poids lourd. Il s'agit de monsieur Badr Medkouri contre Benjamin Seic. 4-0 pour Medkouri, 4-2 pour Seic. Voilà, c'est un combat qui va clôturer les prélims en poids lourd. On a vu lors de Ares 7 que Badr, il avait la capacité de s'adapter et de changer l'orientation du combat, de 1, dans un secteur où il n'est pas forcément plus à l'aise, de 2, dans un secteur où son adversaire l'est encore moins. Il a battu Alpha Sissoko et Damien Lorosco-Rémy. C'était 2 affrontements difficiles, et le prochain pourrait être le combat le plus difficile de sa jeune carrière. Donc heureusement, Benjamin Seic a quelques petits défauts, il n'aime absolument pas striker, il va lui foncer dessus, il va le mettre contre la cage et tenter une amenée au sol, et enfin travailler ses soumissions, travailler avec le poids de son corps sur son adversaire comme il le fait tout le temps. Dans l'interview qu'il m'a donnée, Badr m'a dit qu'il s'était préparé à cette éventualité. Du bien bon petit café chaud. Notamment sur les timings en contre. Le deuxième point faible de son adversaire, c'est son cardio. Autant Badr était un petit peu fatigué dans le deuxième round contre Alpha, autant Alpha, lui, il était épuisé. Donc on voit quand même que Badr est quelqu'un qui a un petit... En plus, il travaille avec Meditir, qui lui a un cardio illimité, donc je pense qu'il le tire vers le haut, donc on est sur quelqu'un qui a quand même un bon cardio pour un poids lourd, qui est quand même assez rare pour être souligné. Benjamin, je sais pas comment on dit, Benjamin ou Benjamin, vu qu'il est serbe, je crois. Il n'a pas non plus la caisse pour être lucide 3 rounds complets à haute intensité. On l'a vu lors de son title shot que ça devenait laborieux dans le 3e round. Il se jette par terre, il veut faire que du JJB, c'est compliqué. Donc on a vu lors de son dernier combat que c'était laborieux dans les derniers échanges. Ça peut devenir ennuyeux, mais justement c'est là que je pense, c'est là où c'est pas très français de dire ça, je pense que Badr, avec de l'intelligence de combat, comme contre Alpha, saura changer de niveau au bon moment, comme il l'a fait justement voilà, contre Alpha, début 2e round, fin de 1er round, début 2e round. Il y aura donc un bon corner pour donner le ton, pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Contre Benjamin Seic, il y aura donc forcément constamment du danger, hein, mais en cas d'erreur de la part de Badr, une seule mauvaise décision, on le sait, ou un moment d'inattention, et le combat peut se transformer en cauchemar. Si il vous grimpe sur le dos, Benjamin Seic, c'est terminé. Il fout le combat en l'air, il pourrit le combat, et derrière, on peut plus se relever, c'est terminé. Donc voilà, il faudra vraiment éviter cette situation-là. Il faudra vraiment avoir de la place derrière lui
et pas être tout le temps acculé contre la cage, parce qu'en cas de takedown, ça va être l'enfer d'être collé à la cage. Donc voilà, vraiment avoir de l'espace, vraiment être en mouvement. Donc ça va lui demander des ressources qu'il a peut-être pas eu à démontrer jusqu'à maintenant. Et voilà, je trouve que c'est un combat très intéressant pour tout ça. Et non seulement il y a ça, mais en plus, tout simplement, en cas de victoire, Badr Medkouri, il est à 5 victoires, 0 défaites en poids lourd. Ça commence à être pas mal. Tu commences à t'ouvrir sur un niveau d'adversité différent. Surtout au reste, ça va très très vite, où il n'y a plus de champions actuellement. Voilà, moi j'ai vu 2-3 gros lutteurs qui pouvaient lui causer problème, mais sinon, il a largement sa place dans le top 5 des poids lourds à reste, quoi. Donc, à suivre. Le deuxième combat, Fabiola Pidroni contre Asia Miri. L'une est à 4-0, Asia est à 1-0. Asia avait été impressionnante lors de son premier combat à Arès. J'avais discuté en amont avec son adversaire. Elle était sur une quinzaine de combats à l'étranger. Donc c'était difficile de trouver des informations officielles la concernant. Et depuis, en plus, c'est le blackout total. À l'image de la première adversaire d'Alexandra Tekenia, plus de nouvelles. Donc ça enlève rien du tout à la performance de Asia Miri, que je trouve très talentueuse, très à l'écoute de son corner, avec des intentions de faire mal. Elle montait en puissance d'un round à l'autre. Elle prenait confiance en elle dans la cage. Elle prenait vraiment des bonnes sensations. Ça se sentait. Beaucoup de plaisir aussi. Donc ma conclusion, c'est que ce premier tour de chauffe s'est passé sans accroc, en montrant le MMA qu'elle aime. Et pour son deuxième combat, tout de suite, il n'y a pas de cadeau. On lui donne l'italienne de la BTT, donc Fabiola Pidroni. Ça montre plusieurs choses. Déjà que le Management Factory a confiance en elle, qu'elle-même n'a absolument pas peur d'un gros défi, alors qu'elle est qu'à 1-0, elle pourrait prendre quelqu'un qui est encore vraiment pareil qu'elle, à 1-0 ou même à 0-0 encore, on n'aurait rien à lui dire. Donc elle prend un 4-0 qui est en plus un 4-0 confirmé. Voilà, donc forcément elle a travaillé sur les domaines dans lesquels elle n'était pas la plus à l'aise, car c'est sûr que l'italienne va l'emmener dans ces eaux profondes là, justement, elle le sait, je pense, donc je pense que si elle a accepté ce combat, c'est qu'elle est prête. L'italienne a déjà combattu en France, notamment au FFA Challenge, donc déjà 2 soumissions et un finish en 4 combats. Moi, ce qui m'avait le plus impressionné à l'annonce de ce combat, c'était la différence physique. Fabiola, elle est très dessinée, très musclée, elle est certainement très proche de son pic de forme physique, et on a vu que Asia, elle est encore très jeune, elle n'en est pas encore là. Je pense même qu'elle cherche encore sa catégorie de poids. Quand j'avais reçu Damien Lapillus pour son interview, il m'avait confirmé à demi-mot qu'il se dirigeait vers une descente de catégorie, mais que rien n'était acté, qu'il cherchait encore, peut-être un catchweight en attendant, nanana. Donc voilà, tout ça, c'est des signaux aussi que tu n'es pas... tu sais que ton corps n'est pas encore à son pic en termes de poids, en termes d'affûtage. Donc voilà, tu cherches encore un petit peu, t'as capté. Donc il a aussi dit qu'il savait à quel point ça allait être compliqué, mais qu'ils avaient vu des failles en amont dans le jeu de l'italienne. Donc voilà, on dévoile pas plus le game plan, on va pas parler de ce qu'on a dit en off. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. La confiance, elle est là. Moi, j'ai confiance en Asia. Je sais que ça va être un combat difficile, mais c'est là aussi qu'on va voir ce qu'elle a dans le cœur, sportivement parlant, excusez-moi. Donc vraiment, voilà, c'est cool. Tous les feux sont ouverts et je tenais à parler absolument de ce combat parce que ça va être un petit bang-bang, comme je l'ai dit. Bang-bang, on va s'éclater. Force à toi, Asia, on est avec toi. Le troisième combat de la soirée, c'est Mustafa Aida contre Demarte Peña. Mustafa Aida qui a 1 victoire et 1 défaite contre Demarte Peña qui a 11 victoires et 1 défaite contre Taylor Lapillus. C'était pour la ceinture à Arès, je crois que c'était Arès 5 ou 6. Enfin, voilà, enfin on va avoir droit à ce combat, ce petit affrontement qu'on attend depuis quelques mois maintenant. Donc la certitude qu'on a avec ce combat, c'est qu'ils vont se rentrer dedans, on va avoir une démonstration debout, hyper qualitative, peu importe le vainqueur, peu importe l'issue du combat. Moi je suis content de revoir Demarte Peña revenir après sa défaite contre Taylor. Je pense qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas eu le temps d'apprécier ses qualités, et sans faire offense à Mustafa, peut-être que ce combat sera plus équilibré, et ça montrera à quel point Taylor est talentueux aussi. En cas de victoire pour Mustafa, c'est vraiment cool, parce qu'il peut s'ouvrir à plusieurs choses, il peut directement faire valoir sa place pour une finale, demander la ceinture. Mehdi Saadi, il est aussi dans les discussions. Il y a également Aboubakar Younusov, qui d'ailleurs sera présent sur cette carte. Il arrive gentiment dans les rankings ARS, lui aussi, en cas de victoire convaincante, il sera forcément mis dans l'équation. Et c'est cool parce que le roster des Bantamweight avait besoin d'un petit vivier qui tourne un peu qualitatif. Donc là, vraiment, il y a des noms en termes de qualité qui reviennent, c'est cool.
Bon, le problème, c'est que Mustafa peut pas les affronter tout de suite parce qu'il est déjà à 10 combats. Et par exemple, quand on sait que Aboubakar Younusov, il a eu un combat, et potentiellement il en aura 2, il pourra pas l'affronter tout de suite. Bref, Mustafa a cette qualité de pouvoir boxer dans la distance adverse, de casser les plans, les intentions de son adversaire. C'est assez déroutant quand on a besoin d'espace pour s'exprimer. On voit à quel point il peut vraiment casser les patterns de son adversaire. Cette façon de gérer les échanges dans les petits espaces, les changements de niveau, à des moments compliqués, c'est vraiment une qualité qui est propre à lui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce combat en co-main event. Ça fait vraiment plaisir de parler de ce 3e combat. Et évidemment, on lui souhaite la victoire, même si j'aime bien Demarte Peña. Ça y est, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le dernier combat de cette main card, évidemment, c'est Michael Lebou contre Karl Amoussou. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites pour introduire ce combat. L'un a été pris à l'UFC au moment où l'autre aurait été tout autant légitime. Il y a forcément un sentiment d'injustice, entre guillemets, qui a gangréné la situation. Un M-Dead récemment avec des mots francs, du rentre-dedans, tout en restant à leur place, sans jamais placer le mot de trop ou de dépasser la ligne du respect et tout. C'était un très beau trailer. Chacun se montre détendu, mais il y a un petit truc palpable. Voilà, on sent un petit goût de mieux vaut tard que jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais. Donc cet affrontement, c'est Ares qui nous permet ça. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est eux qui nous proposent une affiche d'élite francophone. Et voilà, il faut le reconnaître qu'ils savent nous proposer ça. C'est beau, ça fait vraiment plaisir. Ça fait 2 fois en 3 éditions, donc c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une raison de se la mettre pour définir qui est vraiment légitime, pour faire valoir qui a son passif à l'UFC, qui l'aurait mérité, qui non, ou pour définir qui est meilleur que l'autre? Est-ce que, de ce point de vue-là, le combat n'arrive pas un peu trop tard, tout simplement? Est-ce que c'est pas juste une belle affiche pour déposer les gants dans la cage, par exemple, contre un adversaire idéal? Adversaire qui aura su vous faire donner le meilleur de vous-même pour ne pas avoir de regrets une fois les gants déposés. Que le vainqueur ou le perdant puisse se dire l'un à l'autre « Merci pour cette guerre, merci pour ce respect et cet engagement pour toi, pour moi, pour le public. » Voilà, je pense que ça résume un petit peu tout l'esprit de positivité qu'on peut mettre autour d'un combat comme ça, où il y a un petit peu de tension. C'est bien aussi d'y trouver des choses positives. Je crois que c'est ça, en fait, le plus important. Et de ne pas passer à côté de son au revoir et de célébrer de la meilleure des manières. Je crois qu'en fait, il y a une victoire ou une défaite, le plus important pour la personne qui va arrêter le combat après celui-ci, c'est de se dire bah, j'aurais tout fait bien en fait, j'aurais tout fait jusqu'au bout en fait. Voilà. Donc je trouve que c'est beau. Sportivement, on a les arguments des classements Fight Matrix qui reviennent souvent. On a Lebou qui a été 109e en lightweight, aujourd'hui 215e en welterweight. On a Karl qui aura été 24e en lightweight et aujourd'hui 204 en welterweight. Donc ensuite, on a Karl qui n'a que 7 victoires après le premier round, et donc 20 victoires au premier round. Et c'est impressionnant. Est-ce que le game plan de Michael va commencer avec cette information, cette simple analyse, puisqu'à l'inverse, sur ces 22 victoires, c'est 15 après le premier round, dont 12 décisions. Du côté des aptitudes, c'est difficile de donner un favori, parce que si à l'époque où Karl était 24e mondial, on aurait pu répondre, aujourd'hui les deux se valent. Il y a le temps, il y a l'évolution des mentalités, l'évolution des corps, les compétences, tout ça, ça s'est rééquilibré avec des stimuli différents avec le temps. Donc les compétences sportives se sont rééquilibrées. Michael Lebou avait dit qu'il avait arrêté de s'entraîner 6 mois avant de combattre contre Kevin Ruhart. Je pense qu'il n'a pas pu se permettre ce genre de folie, par exemple, quand on lui a annoncé qu'il allait affronter Karl Amoussou. D'ailleurs, à Ares 7 cet été, le combat était déjà dans les esprits, puisque Fernand l'avait annoncé en conférence de presse. J'étais là, je m'en souviens. Donc je pense que ça faisait déjà un moment que c'était mis sur la table. Donc je pense pas qu'il ait rien fait durant tout ce temps. Il le sait que c'est pas du tout le même niveau d'adversité. Moi, ce qui m'a le plus frappé d'ailleurs chez Mika, c'est sa shape de bûcheron. Il est affûté comme jamais. Karl, on est habitué à le voir hyper dessiné, mais Mika, on sent la volonté de faire les choses bien. On sent la volonté d'avoir aucun regret, de mettre aucune faille possible en amont. Il poste des vidéos de qualité sur son taf, il s'exprime bien, il pique juste ce qu'il faut. Voilà, je trouve qu'il a pris un petit avantage dans ce domaine, dans le terme de psychologie générale autour du combat. Ou peut-être parce qu'il manie un peu mieux les réseaux que Karl, je sais pas, peut-être qu'il est un peu plus à l'aise avec ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal.
On va laisser un petit pronostic, même si c'est pas... comment dire, forcé déjà de le faire, et puis j'apprécie les deux, j'ai autant envie de voir l'un gagner que l'autre, mais je vais sur ma petite façon de voir les choses, je vais essayer de déposer un petit prono. Donc je pense qu'on va avoir un premier round différent de ce qu'a fait Karl avec Abdul. Il avait cherché à tourner autour de lui, à s'installer debout dans les échanges qui sont clean. Le problème, c'est que c'est aussi un domaine dans lequel Mika, il excelle. Donc vaut mieux faire attention. Mika, il a aucun mal à dicter les échanges sur un faux rythme. Il peut attendre, il peut accélérer, il peut d'ailleurs profiter de ce genre de configuration pour être à l'aise plus tôt dans le combat. Karl a plutôt tout intérêt à rapidement chercher à mettre Mika mal à l'aise dans son rythme, dans sa temporalité globale du combat. Normalement, on est sur un 3 rounds, donc il n'y a pas vraiment le temps de s'observer. Tu connais ton adversaire, tu t'es préparé, tu as pris des sparring qui ont son profil. Donc voilà, Karl doit sûrement être plus agressif que lors du combat contre Abdul, et il le sera sûrement très tôt dans le combat. Moi, j'ai pas de doute sur l'équilibrage des forces dû au temps. L'âge, comme je le disais tout à l'heure, par exemple. Mais je pense que celui qui proposera le plus de travail et qui imposera son rythme sera vainqueur. Karl, dernièrement, a été un petit peu plus actif, plus dans la dynamique de carrière, là où Mika semble vouloir... Il avait dit, déposer les gants, il avait dit qu'il voulait s'arrêter. Donc je sais pas si ce sera une question de volonté pure ou de temps d'activité dans la cage. Je sais pas s'il va s'arrêter pour autant, parce que en cas de victoire, il peut y avoir des belles opportunités qui s'ouvrent à lui. Bref, moi je donne un léger, mais alors vraiment un léger avantage au Psycho pour remporter ce combat. Je pense à la décision avec un gros premier round remporté, et puis un deuxième et un troisième round donné à chacun. Un petit 29-28 propre, dans la difficulté. J'encouragerai les deux, je les apprécie les deux. J'ai rien d'autre à dire que le meilleur gagne, c'est un peu bateau, mais c'est comme ça. Moi je veux juste voir un super combat. Le pronostic, à la limite, on n'est même pas obligé de l'écouter, c'était vraiment juste pour donner mon petit avis, on n'en a pas grand chose à faire d'ailleurs. Voilà, que le meilleur gagne, donnez-nous une bonne soirée, un beau main event, franchement, vous le méritez vraiment de nous régaler, c'est cool. Donc c'est à vous, voilà. En prélim, nous avons le début du frangin Younoussov, Aboubakar. Younoussov sera opposé à Tom Wright, le mancunien. Il a un bilan de 4 victoires et 4 défaites en amateur et 0-0 en pro. Ce sera l'occasion de briller clairement, de passer à 2-0 avec le frangin dans le corner. Les Younoussov, ils sont en train de devenir les petits chouchous du public parisien, ça se sent. Ils sont très talentueux, alors très bosseurs. Alors quand je dis très bosseurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression que Tourpal, il va un peu plus à la salle qu'Aboubacar. Ils l'ont dit dans une story, ça m'a fait rigoler. Alors autant Tourpal a montré tous ces aspects du MMA game, et on commence à voir se dessiner un profil de combattant complet, opportuniste au sol, cogneur debout, très bon dans les lignes. Autant Aboubakar, j'attends de voir, et j'ai très envie justement de voir ce combat pour commencer aussi à dessiner un profil du combattant. On a aussi Anthony Laurent qui devait affronter Adel Chérifi à Ares 8. Ça a finalement été annulé, et là c'est programmé à Ares 10, mais contre Mohamed Ramdan. Alors attention, ça va être chaud. Anthony Laurent, pour situer, il a perdu à la décision contre Mazri Amar, le champion d'Europe en titre en amateur. Il a un profil debout qui est très intéressant, il est rapide, il a un bon pied-point, il est très opportuniste sur ses coups de genoux, il a une belle vision des ouvertures. Voilà, si vous allez au clinch contre lui, il va balancer les genoux, ça va faire très très mal. Donc on va faire attention. Mohamed Ramdan, il a déjà une belle expérience du circuit, il est à 4-1. Il a été vainqueur des Contender 35 du 100% Fight. Ça va être un combat prélim très très disputé. Les deux ont la dalle, et c'est pour ça que je tenais à placer un petit mot sur ce combat, parce que je pense qu'il ne faut pas le rater, malgré qu'il soit en tout début de soirée. Ne sous-estimez pas la qualité de ce combat. On retrouvera également des anciens du Ares. Alors, on aura qui? On aura... j'ai noté ça. On aura qui ont combattu au moins une fois dans la rotation. Donc ça commence à se dessiner, c'est bien pour le roster, pour le vivier, qu'il soit sur du vert ou du rouge. Ça se dessine gentiment. Yassine Haddad qui est sur du rouge, Youssouf Binaté qui est sur du vert++, Azamat Nouftilayev qui a perdu la ceinture contre Slim Trabelsi, Chaboulat Abouyev, je crois que lui c'était celui qui avait perdu contre Ibramane, mais je suis pas sûr, peut-être je confonds, je suis pas sûr. Voilà, il y a l'arrivée stylée de Vincent Delguera du Marseille Fight Club. Voilà, il y a eu un passage à vide, mais là, il est maintenant sur 4 victoires, donc pas mal, vraiment cool de le voir sur Ares, c'est très très cool. Il est à 29-20, j'espère que ça sera l'occasion de le voir passer à 30-20. Ça serait vraiment super. 2 victoires du Marseille Fight Club ce soir-là, ça serait vraiment cool. Oula, ma chaise, elle arrête pas de grincer.
Voilà, ce podcast est terminé pour la petite présentation Ares 10. J'espère que vous allez passer une super soirée. Moi, je suis chaud, vous le savez, hein, c'est toujours petit tapas en léger, petite boisson aussi avec le petit Discord dans les mains pour discuter. Ceux qui veulent tchatcher sur Discord, je serai là normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous, merci. On a dépassé les 500 abonnements, c'était l'objectif pour Noël. On est le 2 décembre et c'est dépassé, donc je vous remercie fort, vraiment du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir, vous assurer. Voilà, continuez à suivre les podcasts, continuez d'encourager. Moi, ça fait trop plaisir, franchement, ça donne de la force. Donc c'est cool. Je sais pas si je parle fort en ce moment, je suis désolé, j'entends plus de l'oreille droite. Pour l'instant, j'entends pas très bien. J'entends que d'une oreille, donc je m'entends mal, donc je crie sûrement, je suis désolé. J'ai rendez-vous avec le médecin pour ça. Donc voilà, pardon. Et en ce qui concerne le podcast, comme d'habitude, hein, j'espère vous revoir très vite pour un nouvel épisode. Et ce sera d'ailleurs le crossover avec MMA Time pour Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Et avant ça, je vous fais des gros bisous.